Et Frédérique Marion, donc physicienne, également chercheuse au CNRS, au laboratoire d'Annecy de physique des particules, et médaille d'argent du CNRS 2017. C'est à vous. Merci. Eh bien, bonjour à tous. Donc, c'est vraiment une grande joie d'être présente aujourd'hui pour vous parler d'ondes gravitationnelles. Alors, je vais commencer par parler un petit peu d'abord de gravitation, avant d'aborder les ondes gravitationnelles proprement dites, et puis les sources qui les émettent. Alors, la gravitation, c'est une des 4 forces fondamentales qu'on trouve dans la nature, avec la force électromagnétique, la force faible, la force forte, et elle a une place vraiment à part. D'abord parce que c'est de loin l'interaction la moins intense. Elle est des dizaines d'ordres de grandeur moins intense que les 3 autres, ce qui la rend négligeable au niveau des particules élémentaires. En revanche, c'est elle qui structure l'univers à grande échelle. Donc c'est sous son effet que la matière tend à se concentrer au sein des galaxies, des amas de galaxies. Ensuite, la gravitation est décrite dans un cadre théorique qui est spécifique, c'est celui de la relativité générale d'Einstein, et qui n'a rien à voir avec le cadre théorique dans lequel sont décrites les autres forces. Et enfin, la gravitation, on la trouve au cœur de 2 grandes énigmes de la physique contemporaine. Vous avez déjà entendu ces mots ce matin, la matière sombre, l'énergie sombre, qui représentent l'essentiel du contenu de l'univers, sans pour autant qu'on en connaisse la nature. Alors, ce cadre théorique de la relativité générale, il décrit la gravitation non pas tant comme une force que comme une propriété géométrique de l'espace-temps qui se courbe sous l'effet d'objets massifs, et cette courbure va influencer la manière dont d'autres masses se déplacent et manifester l'attraction gravitationnelle. Alors pour illustrer ces notions, on utilise souvent une toile de trampoline que vous voyez sur la photo avec des boules de pétanque, où en fait la toile représente l'espace réduit à 2 dimensions, et on utilise la 3e dimension pour visualiser cette notion de courbure. Alors, dans cet espace-temps qui devient dynamique, eh bien, lorsqu'on a des masses en mouvement, alors typiquement 2 étoiles en orbite l'une autour de l'autre, eh bien, la courbure de l'espace-temps va pouvoir vibrer, et ces vibrations se propager dans l'espace à la vitesse de la lumière. Donc c'est le phénomène des ondes gravitationnelles, qui en se propageant vont déformer l'espace, ce qui signifie que les distances entre des masses en chute libre vont changer. Et la manière dont l'espace se déforme, ça suit un motif particulier. Vous voyez sur l'animation de droite, vous voyez que lorsque l'espace se contracte dans une direction, il se dilate dans une direction perpendiculaire et inversement au fil des oscillations. Alors, les ondes gravitationnelles, elles sont caractérisées par leur amplitude, c'est ce qu'on note petit h ici sur la formule, et ça correspond à une variation relative de distance. Si vous voulez, c'est un taux de déformation de l'espace, un peu comme un pourcentage. Et cette amplitude est faible, et en plus, elle décroît avec la distance entre la source et l'observateur. Donc ça veut dire que ce qu'il en reste sur Terre, lorsqu'on les reçoit sur Terre, même en provenance de sources astrophysiques particulièrement puissantes, ce sont des amplitudes qui sont au mieux au niveau de 10 puissance moins 21. Donc ça veut dire que si on se place à une échelle de l'ordre du kilomètre, les déformations à mettre en évidence, elles sont guère plus grandes qu'un milliardième de la taille d'un atome. Donc c'est évidemment ces échelles qui ont fait la difficulté expérimentale. Et cette difficulté, elle a été vaincue en 2015, qui est l'année où on a observé pour la première fois un signal d'onde gravitationnelle avec les détecteurs LIGO aux États-Unis. Donc c'est une découverte qui a valu le prix Nobel 2017 à 3 collègues américains. Et cette découverte, elle a été suivie par d'autres observations. Le graphique résume l'ensemble des sources qui avaient été détectées jusqu'en 2020, donc une petite centaine. Et d'ores et déjà, aujourd'hui, on en a une cinquantaine de plus avec les nouvelles observations qui ont démarré il y a quelques mois. Donc c'est un nouveau champ scientifique qui est né il y a quelques années, un seul prix Nobel, c'est vraiment jeune, mais qui progresse très rapidement. Mais donc, ces sources d'ondes gravitationnelles qu'on observe, quelle est leur nature exactement? Donc, tous ces événements correspondent à ce qu'on appelle des coalescences binaires d'astres compacts. Donc, je vous ai dit, une source d'ondes gravitationnelles typique, ce sont 2 étoiles qui se tournent autour. En pratique, il faut que les étoiles parviennent à s'approcher vraiment l'une de l'autre
pour qu'il y ait une émission d'ondes gravitationnelles importante. Donc ça veut dire qu'on va s'intéresser à des vestiges d'étoiles massives, donc des étoiles suffisamment massives pour avoir laissé derrière elles soit une étoile à neutrons, soit pour les plus massives d'entre elles, un trou noir. Et lorsqu'on a une paire d'objets de ce type, donc liés par la gravitation, qui se tournent autour, le système perd de l'énergie par émission d'ondes gravitationnelles, ce qui tend à rapprocher les deux objets l'un de l'autre, et donc à accélérer et amplifier l'émission d'ondes gravitationnelles, et à entraîner le système vers la coalescence et la fusion des deux objets. Donc le signal qui en résulte, il est très caractéristique puisqu'on va avoir des ondes gravitationnelles dont la fréquence et l'amplitude augmentent avec le temps. Donc c'est visible par exemple ici sur le cas du tout premier signal détecté en 2015. Vous voyez les signaux mesurés dans les deux détecteurs en fonction du temps en haut, et en bas, donc dans le plan temps-fréquence, où on a le temps sur l'axe horizontal, la fréquence sur l'axe vertical et la couleur qui indique l'intensité. Et on a ces formes caractéristiques en virgule avec la couleur et la fréquence qui augmentent au cours du temps. Alors, une chose qu'il faut garder à l'esprit, c'est que la fréquence caractéristique du signal d'onde gravitationnelle est liée à la masse du système et va en fait décroître avec la masse du système. Pour des coalescences de trous noirs stellaires comme ceux que je décrivais, ça va se passer à ce qu'on appelle haute fréquence, autour de la centaine de Hertz. Mais ces trous noirs stellaires, ce ne sont pas les seuls qu'on connaisse dans l'univers. On en connaît d'autres, ce sont les trous noirs supermassifs qu'on trouve au centre des galaxies, qui, eux, vont peser typiquement des millions, voire des milliards de fois la masse de notre Soleil. Et ça, c'est important parce qu'en fait, les ondes gravitationnelles se présentent sous la forme d'un spectre large, de la même manière que les ondes électromagnétiques peuvent se présenter sous la forme de lumière de différentes couleurs, ou d'ondes radio, ou de rayons X. Mais de la même manière, les ondes gravitationnelles peuvent avoir des longueurs d'onde ou des fréquences très différentes qui couvrent un spectre de plus de 20 ordres de grandeur. Et donc les coalescences d'astres compacts qui sont des vestiges stellaires vont se passer à haute fréquence. Et si on peut observer à plus basse fréquence, eh bien on va voir soit les mêmes systèmes, mais à une phase beaucoup plus précoce de leur évolution, bien en amont de la coalescence, soit des coalescences de systèmes beaucoup plus massifs. Donc on a une complémentarité au niveau des sources astrophysiques en fonction des gammes de fréquences, et on a aussi une grande complémentarité dans la capacité à explorer la physique des premiers instants de l'univers, où des ondes gravitationnelles primordiales sont susceptibles d'avoir été émises, et suivant les mécanismes en jeu, peuvent se manifester à différentes fréquences. Et enfin, les techniques de détection qui sont adaptées aux différentes gammes de fréquences sont tout à fait spécifiques. Et c'est ce que je voudrais passer en revue rapidement maintenant. Donc en commençant par la partie haute du spectre et en se déplaçant le long du spectre jusqu'à atteindre les ultra basses fréquences des ondes gravitationnelles qui ont oscillé quelques fois depuis le début de l'univers. Alors, quelques éléments de chronologie pour commencer. Donc la prédiction théorique de l'existence des ondes gravitationnelles, elle a été faite au début du XXe siècle. Les efforts expérimentaux pour tenter de les mettre en évidence, eux, ont commencé bien plus tard, seulement dans les années 60. Et en fait, le tournant a été les années 80 qui ont apporté la preuve indirecte que les ondes gravitationnelles existaient. Par l'observation d'un couple d'étoiles à neutrons, dont le comportement montrait que le système perdait de l'énergie par émission d'ondes gravitationnelles. Donc ça a conduit à concevoir et construire les grands interféromètres terrestres qu'on a aujourd'hui. Donc d'abord avec la première génération des détecteurs LIGO et Virgo qui a fonctionné dans les années 2000, pas encore avec la sensibilité nécessaire pour arriver à observer les ondes gravitationnelles. Le succès est venu avec les instruments de deuxième génération, ce qu'on appelle les détecteurs avancés, qui ont donc ouvert pour de bon ce champ de l'astronomie gravitationnelle. Donc il est probable que ces détecteurs à terme soit suivi par une troisième génération d'instruments, mais pas seulement. Il y a aussi d'autres expériences, d'autres projets pour le futur qui ambitionnent non seulement de sonder l'univers en profondeur avec les ondes gravitationnelles, mais aussi de couvrir tout ce spectre que j'évoquais juste avant. Donc commençons par
les détecteurs terrestres actuels, donc ils couvrent la partie haute fréquence du spectre. Donc ces détecteurs, ils fonctionnent suivant le principe de l'interférométrie laser, où les déformations de l'espace sont mises en évidence par des changements dans la manière dont deux faisceaux laser, deux faisceaux de lumière interfèrent. Alors le principe est simple, et d'ailleurs en fait, les élèves de lycée connaissent les ondes, connaissent le principe d'interférence, et c'est assez simple en fait, de mettre en œuvre des petits interféromètres de quelques dizaines de centimètres d'envergure pour démontrer le principe de la mesure et montrer la sensibilité de ce genre d'instrument aux petites perturbations. C'est évidemment une échelle qui n'a rien à voir avec l'échelle réelle de nos détecteurs d'ondes gravitationnelles, qui sont gigantesques, avec des bras de 3 ou 4 km de long. Donc on a 4 détecteurs kilométriques qui existent aujourd'hui, les 2 détecteurs LIGO aux États-Unis, le détecteur Virgo en Italie, qui est l'expérience sur laquelle la France est engagée, et le plus récent, le détecteur Kagra, qui a été construit sous la montagne au Japon. Alors, le principe de mesure est simple. Ce qui est difficile, évidemment, c'est d'atteindre les sensibilités nécessaires pour arriver à mettre en évidence des petites perturbations au niveau du milliardième de la taille d'un atome. Alors pour ça, il nous faut des lasers qui soient non seulement puissants, mais qui soient aussi ultra stables. Il nous faut des miroirs qui soient quasi parfaits. Et les couches réfléchissantes de ces miroirs sont réalisées en France pour l'ensemble des détecteurs d'ondes gravitationnelles du monde. Ces miroirs, il faut les suspendre pour les isoler des mouvements du sol. Et tout ça va devoir être placé sous vide. Donc on a des kilomètres de tubes à vide pour les faisceaux laser, des enceintes pour les miroirs, où règne un vide poussé pour s'affranchir de toutes les perturbations. Il faut aussi mettre en œuvre des techniques sophistiquées pour diminuer le bruit d'origine quantique. La physique quantique, des fois, c'est casse-pied, ça fait du bruit. Et tout ça se passe dans des salles blanches pour des questions et des enjeux de propreté, qui est aussi un environnement de travail qu'on a l'occasion de faire découvrir aux élèves lorsqu'ils sont en visite dans nos laboratoires. Alors ces détecteurs qu'on a aujourd'hui, ils alternent des périodes d'observation et des périodes où on les améliore pour faire progresser la sensibilité, et c'est un cycle qui va se poursuivre pendant encore une bonne dizaine d'années, mais en parallèle, on réfléchit déjà à ce que pourrait prendre la suite, donc une 3e génération de détecteurs, où on envisagerait de gagner un ordre de grandeur en sensibilité, dans des détecteurs 10 fois plus sensibles, ce qui veut dire passer de l'échelle du kilomètre à l'échelle de la dizaine de kilomètres. Et donc il y a des réflexions et des développements en ce sens en Europe avec le projet Einstein Telescope et aussi aux États-Unis avec le projet Cosmic Explorer. Alors si on commence à descendre un petit peu en fréquence, j'aurais dire 2 mots, un peu en écho à la présentation précédente, des efforts qui sont faits pour tenter de mettre au point des détecteurs d'ondes gravitationnelles qui seraient basés sur des interféromètres atomiques. Donc là, l'idée, c'est qu'au lieu d'utiliser des miroirs, on pourrait utiliser des atomes froids en chute libre pour mettre en œuvre, mettre en évidence les déformations de l'espace. Alors c'est encore assez exploratoire et futuriste, mais la communauté française est assez active dans ces développements, et c'est une des idées qui existent pour s'affranchir du bruit sismique et mesurer des ondes gravitationnelles en deçà du Hertz. Et si ça se fait un jour, mais ça permettra de faire la transition avec la gamme de fréquences du millihertz, qui est celle qui est accessible depuis l'espace. Alors l'espace a beaucoup d'avantages. Un avantage, c'est qu'il permet de s'affranchir du bruit sismique, des vibrations du sol, et qui permet de déployer des interféromètres de très grande taille. Donc c'est ce que fera la mission LISA, qui aura 3 satellites séparés de 2,5 millions de kilomètres. Vous voyez qu'on a vraiment changé d'échelle, dans une constellation triangulaire en orbite autour du Soleil. Alors, le principe reste le même, l'interférométrie laser. La mise en œuvre est quand même assez différente étant donné les longueurs mises en jeu, mais c'est le même principe. Alors, la mission LISA elle a été sélectionnée par l'Agence spatiale européenne en 2017, après que le démonstrateur LISA Pathfinder avait montré que c'était effectivement possible d'avoir des masses en chute libre dans l'espace, entourées par un satellite qui est capable de les suivre sans les perturber le moins du monde.
Maintenant, on s'attend à ce que la mission soit adoptée définitivement dans quelques mois, ce qui ouvrira la phase de construction pour un lancement qui est prévu vers le milieu de la prochaine décennie. Alors si on continue à descendre en fréquence, donc on arrive autour du nanohertz, et là, une technique de détection qui change radicalement. Donc là, on va retrouver des étoiles à neutrons, mais non plus en tant que source d'ondes gravitationnelles, mais en tant qu'instrument pour les détecter. Alors plus précisément, des étoiles à neutrons qui sont des pulsars, c'est-à-dire qu'elles émettent des ondes radio qui balayent l'espace un petit peu comme un phare et qui sont reçues sur Terre à intervalles réguliers. Et ça fait de ces pulsars des horloges naturelles qui sont excellentes. Et donc on a la Terre et un certain nombre de pulsars distants qui en fait sont des chutes libres, des masses en chute libre dans l'espace et soumises aux variations de la métrique de l'espace-temps. Donc on se retrouve avec des détecteurs à l'échelle de la galaxie susceptibles d'être perturbés par le passage d'une onde gravitationnelle qui va influer sur la propagation des ondes radio des pulsars à la Terre et se manifester par des petits changements dans les temps d'arrivée des impulsions radio. Donc ça suppose d'une part d'identifier des pulsars qui soient particulièrement stables, donc on veut des horloges qui bougent bien moins que la microseconde à l'échelle de dizaines d'années, et ensuite d'observer ces pulsars, de mesurer les temps d'arrivée sur de très longues durées, plusieurs dizaines d'années, pour mettre en évidence des fluctuations qui seraient dues au passage d'ondes gravitationnelles de très basse fréquence, fluctuations qui seraient corrélées entre les différents pulsars. Alors la France participe à cet effort, notamment grâce au Grand Radiotélescope de Nancy, qui fournit des observations pour tous les pulsars qui sont utilisés par la collaboration européenne qui fait de la chronométrie de pulsars, donc une des 3 collaborations qui existent au monde et est engagée dans cet effort de détecter les ondes gravitationnelles au nanohertz. Donc on arrive maintenant tout au bout du spectre, on s'intéresse aux ondes gravitationnelles d'ultra basse fréquence, qui est là où on attend les ondes gravitationnelles primordiales qui ont été émises lors de la phase d'inflation de l'univers. Donc les tout premiers instants, juste après le Big Bang, ce moment où la taille de l'univers croît de manière exponentielle, et on s'attend à ce que les mêmes mécanismes qui sont à l'origine des petites fluctuations de densité qui ont plus tard donné naissance aux concentrations de matière qu'on observe dans l'univers, les grandes structures qu'on observe dans l'univers, bien que ces mêmes mécanismes puissent avoir aussi engendré des ondes gravitationnelles. Alors, ces ondes gravitationnelles, elles ne sont pas détectables en tant que telles, mais on s'attend à ce qu'elles aient laissé une empreinte dans le fond diffus cosmologique. Donc cette lumière fossile qui a été émise 380 000 ans avant le Big Bang, lorsque l'univers est devenu transparent. Et c'est un objectif majeur des expériences futures de mesure du fond cosmologique, d'aller à la recherche de ces empreintes dues aux ondes gravitationnelles primordiales, ce qui donnerait un moyen absolument inédit et unique d'accéder à ce qui s'est passé dans les tout premiers instants de l'univers. Alors, dans le temps qui reste, après avoir passé en revue toutes les techniques de détection, je voudrais maintenant parler un petit peu de la science qu'on fait avec les ondes gravitationnelles, la science qu'on fait aujourd'hui et celle qu'on pourra faire demain. En commençant peut-être par dire un petit mot sur les apports de la théorie, qui sont nombreux, mais avec un focus sur le calcul des formes d'ondes, signaux d'ondes gravitationnelles, qui est quelque chose d'essentiel dont on a absolument besoin, d'une part pour détecter ces signaux de coalescence de binaires dans nos données pleines de bruit expérimentales, et ensuite pour caractériser les sources et mesurer leurs paramètres. Alors c'est un problème qui est complexe, il faut à la fois faire des calculs analytiques, avoir des approches numériques où on résout les équations de la relativité générale sur ordinateur, et la communauté française est impliquée de longue date dans ces efforts et à la pointe de l'état de l'art. Alors, je fais une petite digression pour dire que j'ai essentiellement parlé de coalescence de systèmes binaires d'astres compacts. Et dans ce cas-là, c'est un problème qui est complexe, mais qui est relativement bien maîtrisé. Si, en revanche, on pense aux supernovae à effondrement de cœur, qui sont d'autres sources potentielles d'ondes gravitationnelles, dans ce cas-là, c'est un problème totalement ouvert, dans la mesure où on ne sait pas très bien comment se passe
un tel effondrement d'une étoile massive à la fin de sa vie d'étoile brillante. Et donc, on n'est pas encore capable de calculer avec certitude le signal d'onde gravitationnelle qui serait associé. Mais donc, revenons à nos coalescences binaires d'astres compacts, donc étoiles à neutrons et trous noirs stellaires à présent, dont on commence à explorer la population. Donc le graphique ici vous montre la petite centaine de sources détectées jusqu'en 2020, dont le plan de la masse de l'astre le plus lourd et de la masse de l'astre le plus léger, de 1 à 100 masses solaires en échelle logarithmique. Donc les masses les plus faibles correspondent aux étoiles à neutrons, les masses les plus lourdes correspondent aux trous noirs, et donc vous voyez qu'on a maintenant observé les 3 types de systèmes binaires qu'on pouvait attendre. Donc soit 2 trous noirs, ce sont les cas les plus nombreux, soit 2 étoiles à neutrons, soit étoiles à neutrons et trous noirs. Alors maintenant, il faut aussi comprendre comment se sont formés ces objets qu'on observe. Une surprise, par exemple, ça a été de constater que ces trous noirs observés avec les ondes gravitationnelles, mais ils sont particulièrement massifs, facilement 30, 40, 50 fois la masse du Soleil, et ça, c'est nettement plus lourd que les trous noirs qui étaient auparavant observés dans notre galaxie. Il faut aussi comprendre comment les systèmes binaires eux-mêmes se sont formés. Il y a plusieurs scénarios, avec 2 grandes classes de scénarios. Soit le système binaire s'est formé avant les étoiles à neutrons ou les trous noirs, soit il s'est formé après, à partir d'objets compacts préexistants. Donc ce sont des questions qu'on commence à creuser actuellement avec les observations du moment, mais c'est quelque chose qui va vraiment évoluer radicalement dans le futur à mesure que les détecteurs deviennent plus sensibles et permettent de voir plus loin. Le graphique ici représente une simulation de la population de binaires de trous noirs en blanc et de la population de binaires d'étoiles à neutrons autour de nous, donc en fonction de la distance par rapport à nous, et compare ça à la portée de nos détecteurs actuels, qui en fait sont capables de voir uniquement les sources les plus proches, et la portée des détecteurs du futur, jusqu'à ce que seront capables de faire les détecteurs de 3e génération que j'évoquais tout à l'heure. Et vous voyez que de la partie immergée de l'iceberg, on va pouvoir en fait observer tout l'iceberg avec des détecteurs plus sensibles. Et qui dit aussi voir plus loin, dit voir plus loin dans le passé de l'univers. Et donc on va pouvoir comprendre comment ces populations ont évolué à travers les âges cosmiques jusqu'à observer des coalescences d'astres qui seraient les vestiges des toutes premières étoiles et vraiment reconstituer toute l'histoire. Alors, je change un peu de sujet pour maintenant m'intéresser aux propriétés de la matière ultra dense, telle qu'on peut la trouver dans les étoiles à neutrons. Une étoile à neutrons, ça pèse plus lourd que le Soleil, mais ça a un diamètre de l'ordre de 20 km. Donc c'est vraiment un objet extrêmement dense, avec des densités vraiment inimaginables, bien plus élevées que ce qu'on peut trouver sur Terre, même dans les noyaux d'atomes. Et on ne sait pas comment se comporte la matière à ces densités-là. Alors, on ne peut pas vraiment l'observer directement, mais on peut chercher à l'observer indirectement en regardant comment les étoiles à neutrons se déforment. Et en particulier, dans ce phénomène de coalescence, comment une étoile à neutrons se déforme sous l'effet du champ gravitationnel de son compagnon. C'est des effets qui sont assez subtils, mais à l'avenir, avec des détecteurs plus sensibles, on pourra les mettre en évidence très facilement pour des centaines d'événements et comprendre comment se comporte la matière. Et cette physique de la matière ultra-dense, elle se fait aussi dans un contexte multimessager qui est particulièrement riche et qui s'est ouvert en 2017 avec l'observation du signal d'onde gravitationnelle qui reste vraiment la source la plus exceptionnelle qu'on ait eue à ce jour, puisqu'il s'agissait d'une coalescence d'étoiles à neutrons qui a été aussi observée dans l'ensemble du spectre électromagnétique, donc avec des signaux lumineux, des rayons gamma, aux ondes radio, en passant par la lumière visible, etc. Alors cet événement et d'autres à observer dans le futur nous permettent de comprendre dans quelles conditions
se forment les éléments chimiques les plus lourds de l'univers, et vont aussi nous permettre de comprendre dans le détail les phénomènes à l'origine des sursauts gamma, qui sont les phénomènes lumineux les plus énergétiques qu'on connaisse dans l'univers, et dont certains sont associés à des coalescences d'étoiles à neutrons, comme l'a montré l'événement de 2017, mais il faudra en observer beaucoup plus pour comprendre dans le détail ce qui se passe. Donc un autre volet d'application des ondes gravitationnelles, c'est tout ce qui concerne la physique fondamentale et la cosmologie, où là, l'enjeu, ça va être de vérifier si les propriétés des ondes gravitationnelles, la forme précise des signaux que l'on reçoit, les propriétés des trous noirs qui sont impliqués, sont conformes aux prédictions de la relativité générale, et de faire ces tests avec une précision de plus en plus grande. Alors, juste pour citer un exemple, c'est cet événement de 2017 que j'évoquais il y a une minute, nous a déjà permis de démontrer que les ondes gravitationnelles se propagent effectivement à la même vitesse que la lumière, avec une très bonne précision, ce qui confirme une prédiction de la relativité générale. Un autre aspect très important, c'est la possibilité d'utiliser les ondes gravitationnelles pour mesurer l'expansion de l'univers. Donc pour mesurer cette expansion, il faut être capable de relier la distance d'un objet à la vitesse à laquelle il s'éloigne de nous. Et les ondes gravitationnelles ont cet avantage qu'elles nous permettent de mesurer directement la distance à une source astrophysique. Donc pour peu qu'on ait accès à la vitesse d'éloignement par ailleurs, on peut faire une mesure de l'expansion de l'univers. Et ça, c'est important parce que les méthodes dont on dispose actuellement pour mesurer le taux d'expansion de l'univers ne sont pas d'accord entre elles. Et ce désaccord tend à augmenter à mesure que les mesures deviennent plus précises, et ça pose évidemment un problème pour le modèle cosmologique de l'univers. Donc ça peut être crucial de voir comment les ondes gravitationnelles parviennent à éclairer ce problème. Puis on peut aussi se poser tout un tas de questions plus spéculatives. Est-ce que ces astres compacts qu'on observe dans les binaires, ce sont bien des étoiles à neutrons, ce sont bien des trous noirs? Est-ce que ça pourrait être des choses plus exotiques, aller rechercher des effets dus à la matière sombre, etc. Alors, j'en viens maintenant à des résultats particulièrement récents qui sont venus des expériences qui font de la chronométrie de pulsars pour chercher à détecter les ondes gravitationnelles au nanohertz. Et ces expériences ont apporté les premières indications qu'on aurait effectivement un signal d'ondes gravitationnelles de très basse fréquence. Alors, l'intensité du signal n'est pas encore telle que le niveau de certitude soit extrêmement élevé. Cela dit, les indications sont cohérentes entre les différents jeux de données des différentes expériences, donc ça semble assez probable que de nouvelles observations seront à même de confirmer la présence de ce signal. Et donc, s'il est confirmé, donc l'interprétation la plus naturelle, c'est que ce soit un signal dû à la superposition de signaux émis par des paires de trous noirs supermassifs. Donc qui nous permettent d'explorer donc la classe des trous noirs les plus lourds, et qui montrerait qu'effectivement ces trous noirs supermassifs peuvent former des binaires susceptibles de fusionner et nous permettre de mieux comprendre l'évolution des galaxies, la croissance de ces trous noirs très lourds. Alors, ce n'est pas la seule interprétation possible, et il y a aussi tout un potentiel de découverte en explorant des hypothèses plus spéculatives liées à des ondes gravitationnelles primordiales. Et donc, je vais terminer en évoquant les objectifs scientifiques qui sont un peu spécifiques à la gamme du millihertz qui est accessible depuis l'espace. Donc, va être tous les enjeux de la mission LISA. Donc, LISA va être capable d'observer toutes les binaires d'étoiles compactes de notre galaxie, et donc de comprendre vraiment comment elles se sont formées, comment elles ont évolué. LISA sera aussi capable de voir ces fusions de trous noirs massifs à tous les âges de l'univers, et donc de vraiment comprendre quelle a été leur origine, la croissance, comment se sont formés ces trous noirs les plus massifs, et donc faire le lien entre les trous noirs stellaires et les trous noirs supermassifs. Un autre type de source très intéressant pour LISA, c'est ce qu'on appelle les binaires à rapport de masse extrême, où en fait on a un trou noir stellaire qui tourne autour
un trou noir supermassif et qui va faire un grand nombre d'orbites avant d'arriver jusqu'à la coalescence. Et ça permet de cartographier finement l'espace-temps autour du trou noir supermassif, donc dans un régime de champ gravitationnel extrêmement fort. Et enfin, LISA va aussi chercher à mesurer ou à contraindre un fond cosmologique d'ondes gravitationnelles. Donc pour conclure, en quelques mots, donc on a d'une part le volet expérimental, où c'est vraiment une prouesse d'arriver à mettre en évidence des déformations de l'espace aux échelles de 10 puissance moins 21. Et ça reste un défi de faire progresser les détecteurs, c'est jamais gagné d'avance, et aussi d'ouvrir de nouvelles gammes de fréquences. Les sources qu'on observe nous permettent de faire de l'astrophysique, de la cosmologie, de la physique fondamentale de manière différente. Et on a vraiment un programme scientifique extrêmement riche et qui reste pour une grande part à explorer, avec un réseau étendu de détecteurs, des détecteurs de plus en plus sensibles, et dans un contexte multimessager et multi-longueur d'onde, avec aussi un potentiel de découverte associé à quelques grandes énigmes de la physique contemporaine, et surtout une très très belle physique à partager avec les lycéens, les lycéennes et le grand public. Merci. Merci à vous, Frédéric Marion. On découvre les dessins qui ont inspiré votre discours. Étoile, tu peux t'éloigner un peu. Tu me mets des ondes gravitationnelles à la figure. Ah pardon, je suis désolé. Très bien. C'est parfait. Il faudrait juste qu'il y ait une des deux étoiles qui soit un petit peu déformée par le champ gravitationnel de l'autre. Voilà. Bon, voilà, vous pouvez être aussi conseillère graphique pour notre dessinatrice Morgane Parisi. Alors, ça pose plein de questions, ce que vous nous avez raconté. C'est absolument foisonnant. Il y a quelque chose de presque miraculeux à se dire. Alors, si je le résume, vous allez me dire déjà si je vous ai bien suivi, mais on a des astres hypermassifs très très loin, qui parfois se cognent, se rencontrent, émettent jusqu'à nous, produisent des déformations de l'espace-temps, et nous, avec des instruments qui font 3 km d'envergure, on mesure ces déformations de l'espace-temps à hauteur d'un atome d'épaisseur. Un milliardième d'atomes. Un milliardième d'atomes d'épaisseur, donc c'est encore plus sensible que ce que j'imaginais. Ça paraît tout bonnement incroyable. Au moment où on a commencé à construire ces interféromètres, donc ces instruments capables de mesurer ces déformations minimes de l'espace-temps, on était sûr, de notre coup, on était sûr d'y arriver, ou c'était un pari, ça ? Alors, je pense que les physiciens et les physiciennes qui se sont engagés là-dedans étaient à peu près sûrs d'y arriver. Une partie de la communauté était relativement sceptique quand même. Ouais. Et je dirais que ça a été le grand mérite de la première génération d'instruments qui n'a pas pu mettre en évidence des ondes gravitationnelles à l'époque, dans les années 2000, mais qui a quand même montré que c'était possible d'atteindre ce genre de sensibilité. Ce qui effectivement n'était pas gagné d'avance, et ce qui ensuite a permis d'enchaîner avec la construction des instruments de deuxième génération. Avec cette construction, vous nous avez dit, le troisième dernier arrivé, c'est au Japon, oui. Dans la montagne, vous avez dit, si j'ai bien compris. Donc on a creusé la montagne pour être... Alors en partie creusé, en partie réutilisé des tunnels qui existaient déjà, parce que c'est un ancien site minier en fait. D'accord. Mais alors, je me suis dit, on ne cherche pas un peu les problèmes à installer ça sur une des terres les plus sismiques au monde et à se dire qu'il faut que ce soit ultra stable en même temps pour déformer ? Oui. Bon, alors, en même temps, ce qui est intéressant et jamais facile. Ouais. Il y a un avantage à aller sous terre qui est qu'en effet, le bruit sismique, le niveau des vibrations du sol est bien moindre quand on est sous terre que quand on est en surface. Et effectivement, dans un pays qui est très, non seulement sismique, et aussi très urbanisé comme le Japon, de toute façon, c'est un peu la seule solution. Ces instruments sont en train de... on peut aller jusqu'à dire que c'est en train de révolutionner l'astronomie, l'astrophysique, parce que jusqu'à maintenant, donc, on voyait... le monde autour de nous, le cosmos, avec les ondes électromagnétiques, donc des lumières de différentes longueurs d'onde, jusqu'aux rayons X ou rayons gamma, au micro-ondes. Aujourd'hui, on regarde avec une autre forme d'onde. Donc, est-ce que vraiment, avec ces instruments, on ouvre des yeux totalement neufs sur l'univers? Est-ce qu'on peut le dire comme ça? Oui, tout à fait, on peut le dire comme ça. Donc ça s'ajoute non seulement aux ondes électromagnétiques, mais aussi aux rayons cosmiques, quand même, qui est l'autre
l'autre messager dont on dispose depuis longtemps pour observer l'univers et ses phénomènes les plus énergétiques, donc rayons cosmiques, particules chargées ou neutrinos. Mais effectivement, avec les ondes gravitationnelles, on a non seulement un nouveau messager, mais aussi un messager qui nous renseigne sur ce qui se passe au cœur des événements, puisque l'émission d'ondes gravitationnelles est directement reliée au mouvement des masses. Et donc ça nous permet vraiment d'aller au cœur des phénomènes qui peuvent être invisibles par les autres moyens. Mais c'est une astronomie qui sera toujours un complément, c'est-à-dire qu'on regardera les mêmes phénomènes avec les télescopes qui captent la lumière et avec ces interféromètres, et puis on croisera les données pour avoir plus d'informations? Ou est-ce que c'est une astronomie qui va se détacher et puis on va se mettre à regarder des phénomènes inconnus uniquement avec ces ondes gravitationnelles? Alors, c'est déjà un peu les deux. Hein. Par exemple, les fusions de trous noirs ne sont visibles qu'en ondes gravitationnelles pour l'instant. Et à côté de ça, il y a des événements multimessagers qui offrent un contexte particulièrement riche. Donc je dirais que c'est les deux voies qui vont se développer. Et effectivement, avec ce potentiel de découverte de choses inconnues ou de ces ondes gravitationnelles primordiales qui pourraient être vraiment la spécificité de l'astronomie en ondes gravitationnelles. C'est une vraie révolution hein, en matière d'astrophysique, hein, ce que vous nous racontez là. Et puis il y a, alors bon, maintenant on se dit on va y arriver puisqu'on a déjà réussi à faire des choses tellement impossibles jusqu'à maintenant avec ces interféromètres, mais il y a cet instrument virtuel qui va se déployer, vous nous en avez parlé, dans l'espace, avec en fait un interféromètre qui aurait des bras de plusieurs millions de kilomètres, hein, avec finalement au bout de chaque bras on a ces satellites, ou en tout cas oui, ce sont des satellites hein, qui se retrouvent. Et là aussi, mais comme jusqu'à maintenant, les scientifiques y sont toujours arrivés, mais ça paraît incroyable de se dire qu'à plusieurs millions de kilomètres, ce sont encore des petites variations d'un atome, de l'épaisseur d'un milliardième d'atome, qu'on va mesurer avec cet interféromètre virtuel gigantesque. Alors, du coup, comme on a des distances beaucoup plus grandes et que les amplitudes des ondes gravitationnelles sont un peu similaires, les fluctuations que l'ISA va détecter, du coup, vont être un petit peu plus grandes. C'est plutôt au niveau du picomètre. Oui. Mais cela dit, il y a des difficultés particulières. Par exemple, quand on envoie un faisceau laser, 2,5 millions de kilomètres plus loin, il n'en reste plus grand-chose. Et donc, en fait, on ne peut pas le réfléchir sur un miroir comme on le fait sur Terre. En fait, il faut envoyer un autre faisceau laser qui soit en phase avec ce qu'on a reçu pour arriver à mettre en œuvre ces techniques d'interférométrie, malgré les grandes distances et les circonstances du spatial. Le lancement, c'est pour la milieu de décennie prochaine, c'est-à-dire ça. 2000... Pas avant 2035. Hein. Les physiciens aiment bien le pas avant. Oui, c'est ça. Donc là, on est sur au mieux si tout se passe bien. Et une fois alors mettons-nous dans l'optique, on a réussi à installer le temps de réglage. Tout ça, ça se met en place. C'est plusieurs années pour justement s'ajuster. Ou une fois qu'il est en place, on a tout de suite les résultats. Alors, disons, il y a déjà un temps de trajet entre le lancement et le moment où le détecteur arrive en place pour son orbite, donc derrière la Terre, autour du Soleil. Et je pense qu'il y a une bonne partie des réglages qui sera fait pendant ce temps-là, pour moins prendre sur le temps de la mission, mais certainement les premiers mois de la mission seront certainement consacrés à des réglages. Bon, merci à vous, Frédéric Marion.